L'IRM pour les nouveau-nés, du stimuli à la modélisation, la minute de Thibaut Jacques, le tout nouvel IRM de Philips presque sans hélium et un débat sur les plateformes. C'est le sommaire du JT d'aujourd'hui. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Ici, on est en face d'un IRM qui est en cours de marquage CE. Et donc ça, c'est pour les enfants de... C'est de 0 à 9 mois. C'est donc les bébés qui ont besoin d'une acquisition IRM à la naissance. Et cette machine-là a été spécialement dédiée à ce type d'acquisition. Effectivement, elle est prête, elle est fonctionnelle, mais elle a besoin d'un marquage CE pour être commercialisée en Europe. C'est en cours et je pense que d'ici l'année prochaine, elle sera commercialisée. Alors on va voir comment ça marche, mais tout de suite, déjà on peut dire ils ont fait un effort sur le design qui est un peu déstressant, et Dieu sait si on a besoin d'être déstressé quand on voit son petit bébé comme ça qui part pour un IRM. Toujours dans les nouveautés, ici ça c'est une machine qui est déjà approuvée CE, elle, donc IRM, membre inférieur, membre supérieur. Absolument, c'est une IRM dédiée ostéo-articulaire et qui va permettre des acquisitions membres supérieurs, membres inférieurs, pieds, genoux, chevilles, etc. Alors, là on ne le voit pas, mais en fait on peut changer les modalités et on peut faire aussi du genou en charge. Voilà, c'est un des avantages de la machine ouverte comme ceci. On peut mettre un patient debout et en faire une acquisition à ce moment-là sur les genoux en charge pour varier donc l'acquisition. Je suis avec Aurélien sur le stand Nordic Neurolab. Alors, il y a ces drôles de lunettes sur l'antenne de tête. Et alors, à travers ces lunettes, alors on voit des dessins animés, on voit des paysages, on voit des tas de trucs. Alors, à quoi ça sert tout ça? Donc, ce système en fait est utilisé vraiment pour l'IRM fonctionnel afin de projeter des paradigmes pour faire des activités aux patients et être sûr que le patient puisse être complètement en immersion avec ce système-là sur les activités qui lui sont dédiées. Donc en clair, je vois des images, elles sont sympas, hein, je vois des beaux dessins animés, et puis ça va provoquer des réactions dans mon cerveau. Tout à fait. Et ensuite on va analyser ça. Et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Alors là Aurélien, ce qu'on voit en fait c'est le résultat dans le cerveau de l'activité provoquée par les images qu'on a vues dans les lunettes. Tout à fait, donc on peut voir là les différentes zones d'activité sur le patient et également la tractographie pour voir les différentes liaisons sur les différentes zones du cerveau. Ce qui est génial Aurélien, c'est que les images qu'on a récupérées là-bas, on les exploite en réalité virtuelle pour les neurochirurgiens et on peut naviguer là-dedans, soit avec un pad comme dans les jeux vidéo, soit avec les manettes. Tout à fait. Donc en gros, via ces images et les activités du patient, on peut exporter ces données en réalité virtuelle afin d'aider le neurochirurgien avant une chirurgie de voir les activités BOLD et la tractographie pour aider avant la chirurgie. Alors ce qui est génial, c'est qu'il ne me regarde pas du tout, hein, Aurélien, il est complètement dans son image. Et maintenant, la minute de Thibaut Jacques. Alors une question qu'on entend souvent, c'est finalement les radiologues doivent-ils se former au codage? La réponse est assez compliquée, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que demain, dans nos équipes de soins et dans nos équipes de recherche, on travaillera main dans la main avec des data scientists. Nous ne serons jamais data scientists, sauf pour ceux qui ont un cursus déjà d'ingénieur préexistant, et les data scientists ne seront jamais radiologues. Et si on veut travailler efficacement ensemble, main dans la main, je crois qu'il faut que les data scientists aient des notions de radiologie que nous allons leur enseigner, mais il faut aussi que nous, radiologues, puissions comprendre un minimum la trame de ce qui se passe pour pouvoir discuter sur un terrain et trouver un terrain d'entente dans les projets qu'on va être amené à développer à l'avenir. On est sur le stand Philippe, je suis avec David Corcos, devant Ambition. L'ambition, une vraie révolution. Le premier IRM, quasiment sans hélium, 7 litres d'hélium par rapport à 1500 litres habituellement dans les autres IRM du marché. Alors les avantages? Eh bien oui, à quoi ça sert de mettre moins d'hélium? D'une part, il n'y a plus de risque de quench. Le quench, c'est un risque d'explosion qui peut arriver, qui nécessite une cheminée, donc de grosses installations lourdes. Cet IRM, on peut le mettre n'importe où dans l'hôpital. Il est plus léger aussi. Il est beaucoup plus léger, 1 tonne en moins. Donc beaucoup moins de contraintes d'installation, ça veut dire qu'on peut le mettre proche des équipes de soins qui en ont besoin, proche d'un bloc, et il n'est plus forcément au sous-sol.
Alors si mes informations sont bonnes, vous allez me le confirmer, on peut aussi l'arrêter, le remettre en œuvre plus facilement. Bien sûr, il n'y a plus les problèmes justement liés à l'hélium. Donc il est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout il a une meilleure qualité d'image. On arrive à des images avec 50% d'amélioration de la qualité. Donc c'est une vraie rupture technologique. Un certain nombre de petites innovations. La caméra Vital Eye qui permet de mesurer par une caméra, donc sans toucher le patient, les signes vitaux, notamment d'urine cardiaque. Donc des patients qui se mettent à stresser, on peut les détecter, on n'a plus besoin d'avoir la ceinture sur ces patients. Et toute une série d'innovations comme un matelas qui permet de garder les formes, tout ça pour sécuriser, rassurer le patient. Et quand on arrive à rassurer le patient, il bouge moins. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le First Time Right, toute notre stratégie IRM, scanner, First Time Right, donc arriver au bon diagnostic le plus vite possible. Sarah Dundas, vous êtes une des invitées françaises au RSNA. Alors, vous allez intervenir sur quel sujet ? Sur la prise en charge des papillomes mammaires sans atypie, après les avoir diagnostiqués par biopsie. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire là-dessus ? Je vais leur parler de notre étude en fait, qui portait sur un grand nombre de biopsies qu'on a faites. On a diagnostiqué environ 179 lésions sur une douzaine d'années à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Et en fait, on a évalué combien de lésions étaient malignes après chirurgie et donc que l'on n'a pas diagnostiquées à la biopsie. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, ce sera ? La conclusion de tout ça, ce sera que après macrobiopsie, on peut se permettre de ne pas les opérer, ces patientes, vu le faible taux de malignité. Et par microbiopsie, par contre, le taux de sous-estimation est assez élevé et donc il faut continuer à opérer ces patientes. Avec moi sur le plateau du JT, Gaspard Dassigny, Gaël Kuhn et Thibaut Jacques. Vous connaissez la minute de Thibaut Jacques. Alors on va parler de l'intelligence artificielle une fois de plus, mais on va parler de cette tendance qui est d'avoir des plateformes qu'on met à la disposition des radiologues et où les développeurs peuvent poser des algorithmes. Alors est-ce que ces plateformes-là, d'abord, est-ce que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle ? Oui. C'est l'avenir, enfin nous on pense que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que moi je suis radiologue. Mais vous avez développé une plateforme aussi. Et j'ai développé une plateforme, exactement. Je suis en train de développer une plateforme qu'on a fondée en janvier dernier qui s'appelle Incepto. Et on l'a développée parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'applications qui vont être utiles en intelligence artificielle. Quand on fait de la radiologie au quotidien, on a plein de problèmes cliniques qui se posent à nous très régulièrement. Et il y a plein de startups qui font des solutions pour ces problèmes cliniques les uns à côté des autres spécifiquement. Mais on ne va pas aller voir toutes ces startups. Quand on est radiologue, on n'a pas le temps. Quand on est chef de service ou directeur d'un hôpital, on n'a pas le temps d'aller voir toutes ces startups les unes après les autres. Et on a besoin d'une seule plateforme, d'un intégrateur. Quand on est radiologue, on adore avoir un PACS et on travaille dedans et pas avoir 4 consoles, 5 consoles qu'on ouvre parce qu'on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de patients à voir. Donc c'est évident que cette intégration, c'est l'avenir et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors le problème par contre, c'est qu'il faut intégrer tout ça dans ce qu'on appelle le workflow. Oui. Et vous, chez Terraricon, vous avez travaillé là-dessus, c'est ça ? Alors effectivement, vous avez une plateforme vous aussi. Alors en plus effectivement de faire une plateforme, Terraricon vient de l'imagerie et du post-traitement d'image médicale. Et donc ce qu'on a réussi à faire, c'est non pas simplement de créer une plateforme qui permet d'avoir à travers un contrat une liste d'algorithmes, mais aussi de faire une intégration avec les workflows cliniques qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. On l'a dit auparavant, à travers les PACS, à travers les solutions de post-traitement type Terraricon, mais aussi pour les autres PACS qui ne veulent pas intégrer du post-traitement, avoir une solution neutre et indépendante, complètement web, qui permet d'intégrer tous les outils de post-traitement et d'intégrer tous les workflows, tous les formats de résultats d'intelligence artificielle qui sont générés aujourd'hui, qui ne sont pas uniquement du DACOM. Et donc c'est là où est la complexité et c'est là où justement les plateformes plus l'intégration, ça fait un duo gagnant, à l'inverse de simplement une plateforme qui aujourd'hui ferait simplement du compute. Donc on a bien compris, il ne faut pas que la plateforme, il faut plateforme plus intégration. Alors Thibaut, on rentre dans un monde qui est plus celui qu'on connaissait, qui est un monde propriétaire, on rentre dans un monde ouvert. Tout à fait. Alors ce qui est très intéressant, qu'on constate déjà au JFR, mais qu'on retrouve ici vraiment, c'est qu'il y a une polarité entre les acteurs traditionnels de l'imagerie médicale, les gros industriels qu'on connaît, qui ont plutôt tendance à rester sur une optique assez propriétaire avec du code qui n'est pas forcément accessible, qui va être très orienté produit. Mais demain, quand nous, on voudra publier sur ces thématiques-là, on va avoir peut-être du mal à démontrer la méthodologie de ces algorithmes-là si on n'a pas accès complètement au code source, parce que d'un autre côté, il y a tous les acteurs qui viennent du monde de l'informatique
marques qui ont une culture beaucoup plus open source, avec des utilisations d'algorithmes en accès libre auxquels on a accès pleinement. Et pour publier derrière, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, dans les articles qui sortent, il y a des articles qui sont très bien et d'autres qui sont biaisés. Et les biais peuvent souvent être inhérents au code même. Et les reviewers de plus en plus demandent à avoir accès au code, à avoir accès au set de données. Et donc sur les optiques propriétaires, on risque d'avoir du mal à démontrer des choses de façon fiable. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la littérature, il n'y a pas énormément d'articles d'IA qui sont peer-reviewed, donc qui sont validés par les pairs. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui sont des post-print, donc des choses qui découlent de travaux académiques bien sûr, mais la validation, comme on la connaît, elle va passer par une méthodologie très très stricte. Donc on a besoin d'avoir ça. Alors l'opposition entre les traditionnels et les établis, on va dire, les établis ils s'y mettent aussi. J'ai vu par exemple sur le stand GE, il y a Edison qui est une plateforme un peu style Apple Store. Vous l'avez vu Thibaut ? Donc ça c'est ce qui est très vrai, c'est que c'est aussi vrai chez Philips avec leur plateforme Discovery. Ils ont compris ce problème et donc maintenant ils essayent d'intégrer plus d'outils open source dans le développement de leurs outils novateurs. Est-ce que pour l'instant ils sont pas forcément en vente ou en distribution, ils vont le devenir très prochainement. Est-ce que ça sera aussi libre que ce qu'ils annoncent? Je sais pas. Mais entre les deux il y a les startups et certaines startups partent dans une optique plutôt open source, d'autres partent sur une optique plutôt propriétaire et on peut très bien le voir chez Google par exemple qui propose pour 1 heure de temps machine un forfait à genre $3, alors qu'il y a des startups qui proposent un forfait à $300 ou $400. Donc il faut voir demain, dans 6 mois, quelles seront celles qui seront encore là et qui proposeront des produits fiables. Culturellement, c'est compliqué ça pour les radiologues, ces choix-là, parce que vous avez fait des études de médecine, pas des études d'informatique. Ah, ça c'est sûr, mais demain, je pense qu'on devra s'associer avec des gens dont c'est le métier et qui vont nous aider aussi dans nos choix et qu'on va aider dans le développement des produits. Gaspard, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que c'est très intéressant ces problèmes de plateforme. Tout le monde n'a pas Terraricon chez lui, tout le monde n'a pas Carestream. En fait, chacun a un PAX différent. Et donc il va falloir que les PAX, les RIS, les constructeurs ouvrent leur plateforme pour accueillir les solutions. Et l'important, c'est de trouver les bonnes solutions. Par exemple, chez Incepto, on a des relations très très proches avec les startups qu'on développe et les startups qu'on distribue parce que on veut savoir exactement quelle est la qualité de leurs produits, les connaître vraiment pour pouvoir les amener vers les cliniciens qu'on connaît très bien aussi. Moi, je travaille avec des équipes de radiologues, comme vous disait Thibaut Jacques, et il faut faire de l'acculturation, c'est-à-dire que cette culture-là, les radiologues, ils l'ont pas tellement pour l'instant, et donc ils sont un petit peu quelquefois méfiants, et ils ont raison, et ils veulent des très très bonnes solutions. C'est ce qu'on est en train de leur apporter, et pour ça, il faut faire de la curation, pour utiliser un gros mot, c'est-à-dire trouver les meilleures solutions. Et donc les plateformes vont devoir s'ouvrir, et les experts médicaux de l'IA vont devoir apporter vers les radiologues, à travers les plateformes, ces solutions-là, et ces plateformes vont devoir devenir neutres au maximum. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci messieurs. Et à bientôt pour un nouveau JT. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.